H.P. Lovecraft, par-delà le mur du sommeil. J'ai déjà enregistré ce texte, mais il y a bientôt 4 ans, juste là dans un gîte rural où j'avais révisé ma trad avec un tout petit matériel de rien, j'ai envie de le revisiter. Quand on lit, c'est ça, on se renage à l'intérieur et on comprend des trucs. Enfin, en tout cas, c'est le cadeau que vous faites en m'autorisant à lire. C'est une nouvelle de 1919, donc la période de grande éclosion du Lovecraft, auteur de fiction. C'est la période d'Egon et d'autres textes. Lovecraft, il a déjà 29 ans, il est temps de s'y mettre. C'est la période où il vient de perdre sa mère, où il est extrêmement actif à Boston dans le mouvement national amateur. C'est là où il exerce de la critique littéraire, de la critique scientifique, et donc il commence à se risquer dans des textes, soit d'après ses rêves, soit, en ce cas-là, un fait divers du New York Times. Alors, cette nouvelle est souvent considérée un petit peu comme mineure ou maladroite au regard des grands récits qui arriveront plus tard. Bah ouais, mais justement, on est bien 12 ans avant, dans l'abîme du temps, ou choses sur le seuil. Or, on va retrouver des tas d'éléments qui sont le Lovecraft en germain. L'hôpital psychiatrique, comme à la fin de Ends Mars, ou à la fin de La chose sur le seuil. Les ondes radio et l'utilisation de la radio. Mais c'est tout neuf, la radio, en 1919. Ce qu'on retrouvera bien plus tard dans Chuchotement dans la nuit. On trouve même Freud, alors la psychiatrie, tout ça, la radio, ça mérite d'aller y voir. Du point de vue de l'écriture, elle est singulière aussi, parce que Lovecraft trouve ce qui va être son principe pour toute la suite. Est-ce que c'est une prouesse poétique, lyrique, façon Edgar Poe, comme dans tant d'autres nouvelles de cette époque-là, dont The Outsider, l'étranger? Bien non, parce que c'est un infirmier qui est de service de nuit dans un hôpital psychiatrique qui vous raconte l'histoire. C'est pas un poète, c'est pas Edgar Poe. Il raconte ça avec ses petits moyens dans son journal de bord, ses conflits avec les médecins. Eh bien, c'est bien la preuve que c'est vrai. C'est pas Lovecraft qui invente. Il s'agit bien. Allons y voir. Je me suis souvent demandé s'il en est qui, parmi l'espèce humaine, s'interrompent un instant parfois pour réfléchir à ce que les rêves peuvent occasionnellement comprendre de signification titanesque et à ce monde obscur auquel ils appartiennent. Si la plus grande partie de nos visions nocturnes ne sont probablement pas plus que la faible et fantasque réflexion de nos expériences de la veille, le puéril symbolisme de Freud prétendant le contraire, il en reste d'une certaine espèce dont la rareté et singularité et le côté immatériel n'autorise aucune interprétation relevant de l'ordinaire et dont l'effet vaguement excitant et inquiétant suggère de possibles et brefs aperçus dans la sphère d'une existence mentale pas moins importante que la vie physique, quand bien même séparée de cette vie par la plus implacable barrière. Et si j'en crois mon expérience, il n'est pas possible de douter que l'homme, quand sa conscience terrestre l'a quitté, séjourne bien sûr dans une autre vie incorporelle d'une nature très différente de la vie que nous connaissons et dont il ne reste que de minces bribes indistinctes au réveil. De ces troubles et fragmentaires lambeaux, nous pouvons beaucoup inférer, mais peu prouver. Nous pouvons supposer que la vie, ou le principe vital comme nous les connaissons sur Terre, n'ont pas nécessairement dans les rêves cette constance, et que le temps et l'espace n'existent pas comme notre être éveillé les comprend.
Il me semble parfois que cette vie moins matérielle est notre vie réelle, et que notre vaine présence sur le globe terraqué est elle-même le second phénomène, le plus virtuel. Petite note du traducteur, je dis terraqué, mais Lovecraft utilise terrachaos, qui est un mot aussi rare dans la langue anglaise que terraqué l'est en français. Mais terraqué a un mélange de terre et d'eau, toutes pétries ensemble. Voltaire l'utilise déjà, et Marcel Proust l'utilise aussi. Plusieurs poètes comme Guy Evic ont repris terraqué, on a même fait un titre de livre par ce biais de Proust. Alors, je l'utilise. C'est d'une rêverie de jeunesse remplie de spéculations de cette sorte que je me réveillais un après-midi de l'hiver 1900-1901, quand, dans l'établissement psychiatrique d'État où j'étais employé en qualité d'interne, on m'amena l'homme dont le cas m'a sans cesse hanté depuis lors. Son nom, tel qu'inscrit sur nos registres, était Joe Slater ou Slager. Vous voyez, on va parler d'un individu dont on ne saura même pas le vrai nom. Et son aspect celui d'un habitant typique de la région des Catskill Mountains, un de ces rejetons étranges et répugnants des primitifs paysans coloniaux que l'isolement pendant presque 3 siècles, rappelez-vous, Horror à Dunwich, à l'écart dans les montagnes, dans un pays où on ne voyageait que très peu, avait fait sombrer dans une sorte de régression barbare, au lieu d'évoluer comme leurs frères fortunés des régions plus densément peuplées. Parmi ces types étranges, qui correspondent précisément à cet élément dégénéré que dans le Sud on nomme « rebut blanc », ni morale, ni loi, et leur état mental général est probablement inférieur à celui de tous les autres natifs d'Amérique. Joe Slater, qui fut amené à notre établissement sous la garde vigilante de 4 policiers, nous fut décrit comme un personnage de grande dangerosité, mais ne présentait certainement aucune preuve de ses dispositions dangereuses quand je le vis pour la première fois. Bien que largement plus grand que la moyenne et d'une complexion plutôt musculeuse, ses yeux bleus étroits, endormis et comme liquides, la croissance jaunâtre d'une barbe mitée, faute de s'être jamais rasée, et l'affaiblissement mou de son épaisse lèvre inférieure lui donnaient plutôt l'absurde apparence d'une stupidité inoffensive. D'âge inconnu, puisque parmi eux il n'y a ni livret de famille, ni même lien de famille, mais de la légère calvitie sur le devant de la tête et du mauvais état de ses dents, le médecin-chef le décrivit comme un homme d'environ 40 ans. Du rapport médical et des documents de la justice, nous apprîmes tout ce qui put être reconstitué de son affaire. Cet homme, un vagabond, chasseur, trappeur, était considéré comme étrange même parmi ses congénères primitifs. Il dormait souvent la nuit, bien plus que le temps normal, et quand il s'éveillait parlait de choses inconnues, d'une manière si bizarre qu'il inspirait la peur même auprès de cette population peu imaginative. Non que sa forme de langage ait été du tout inhabituelle, parce qu'il n'avait jamais été en contact avec d'autres formes de parole que le patois usité dans son environnement. Mais le ton et la teneur de ses récits étaient d'une telle sauvagerie mystérieuse que personne ne les écoutait sans appréhension. Lui-même était en général aussi terrifié et déconcerté que ses auditeurs, et moins d'1 heure après son réveil avaient oublié tout ce qu'il avait dit, ou au moins ce qu'il avait poussé à dire, ce qu'il avait fait, revenant à cette normalité peu aimable et plutôt bovine des autres colons de ces montagnes. Quand Slater fut devenu plus vieux, il se révéla que ces aberrations du matin
avait progressivement augmenté en fréquence et en violence, au point qu'un mois avant son arrivée dans notre établissement se produisit la choquante tragédie qui le fit incarcéré par les autorités. Un jour, près de midi, après un profond sommeil commencé la veille au soir dans une débauche de whisky vers 5 heures de l'après-midi, il s'était réveillé en sursaut, avec des ululations si horribles et lugubres que plusieurs voisins coururent à sa cabane, une porcherie sans nom où il vivait avec une famille aussi indescriptible que lui-même. Se précipitant au dehors dans la neige, il avait levé ses bras au ciel et entamé une série de bonds et de sauts en l'air, tout en hurlant sa détermination à attraper une grande cabane sans toit, aux murs et sols brillants, et cette musique assourdissante, bizarre, là-bas, très loin. Comme deux hommes moins forts que lui essayaient de le maîtriser, il s'en était pris à eux avec une rage et une fureur maniaque, criant sa furie et son besoin de capturer et détruire cette sorte de chose qui brille et qui secoue et qui rit. À la fin, après avoir renversé temporairement un de ses opposants d'un coup violent, il s'était jeté sur le second avec une soif de sang démoniaque et extatique, hurlant agressivement qu'il allait sauter haut dans l'air et que personne ne l'empêcherait d'aller où il voulait aller. Sa famille et ses voisins avaient reflué dans la panique, et quand les plus courageux d'entre eux revinrent, Slater avait disparu, laissant derrière lui une forme d'un magma irreconnaissable de ce qui, une heure plus tôt, était un homme en pleine vie. Aucun des montagnards n'avait osé le poursuivre, et ils auraient accueilli bien favorablement qu'il meure de froid. Mais quand, quelques jours plus tard, ces cris à nouveau leur parvinrent, provenant d'un ravin distant, ils comprirent qu'il avait réussi à survivre et qu'il faudrait d'une manière ou d'une autre le récupérer. S'était ensuivi une battue, dûment armée, conduite, quel qu'ait été son but initial, par un détachement du shérif, après qu'un des soldats de la maigre milice d'État avait observé puis questionné et enfin rejoint l'expédition initiale. C'est le 3e jour qu'on retrouva Slater, inconscient, dans un trou, sous les racines d'un arbre, et qu'on le conduisit à la geôle la plus proche. Les psychiatres d'Albany purent alors l'examiner dès qu'il eut recouvré ses sens. À eux, il raconta une histoire très simple. Il s'était endormi, leur dit-il, un après-midi, peu avant le coucher du soleil. Après avoir bu beaucoup d'alcool, il s'était réveillé en se retrouvant lui-même debout dans la neige, devant sa cabane, les mains pleines de sang, et à ses pieds, le corps mutilé et sans vie de son voisin, Peter Slater. Horrifié, il s'était sauvé à travers les bois, dans un vague effort de fuir la scène de ce qui devait être son crime. En dehors de cela, il semblait ne rien savoir, et les questions expertes de ses interlocuteurs ne purent lui arracher aucun fait complémentaire. La nuit suivante, il dormit calmement. Le matin suivant, s'éveilla sans symptômes particuliers, sinon une certaine altération de ses expressions. Le docteur Barnard, qui avait la charge du patient, pensa devoir noter une sorte de lueur singulière dans ses yeux pâles. Et dans les lèvres flasques, une sorte d'imperceptible tension témoignant d'une détermination intelligente. Mais quand on le questionna de nouveau, Slater se réfugia dans le mutisme habituel des montagnards et se contenta de répéter ce qu'il avait déclaré la veille. Le matin suivant se produisit la première de ces attaques mentales. Après un sommeil agité, survint une crise si puissante qu'il fallut 4 infirmiers pour lui passer la camisole de force. Les psychiatres écoutèrent avec vive attention son discours, leur curiosité ayant été éveillée à un haut degré par les témoignages suggestifs, bien que contradictoires et incohérents, de sa famille et de ses voisins. Pendant près de 15 minutes, bredouillant dans son dialecte d'homme des bois, Slater délira à propos de grands édifices lumineux, d'océans de l'espace,
de musiques étranges et d'obscures vallées et montagnes. Mais plus que tout, il parlait d'une individualité mystérieuse et irradiante, qui le secouait, riait, se moquait de lui. Cette entité vague et immense semblait lui avoir fait un tort extrême et la tuer dans une revanche triomphante semblait son désir le plus primordial. Pour la rejoindre, disait-il, il s'élancerait dans les abysses vides de la nuit, foudroyant tout obstacle qui surgirait sur sa route. Ainsi se prolongea son délire avant de cesser tout aussi soudainement. L'éclat de la folie s'éteignit dans ses yeux et il regarda dans le plus pur étonnement les médecins et leur demanda pourquoi il était attaché. Le docteur Barnard délia le harnais de cuir et ne le rétablit pas avant la nuit, quand il réussit à persuader Slater de le faire de son plein gré et pour sa propre sécurité. L'homme avait désormais reconnu qu'il s'exprimait parfois de façon bizarre, même s'il ne savait pas pourquoi. En une semaine, survinrent 2 nouvelles attaques, mais desquelles les médecins n'apprirent que très peu. Ils spéculèrent à l'infini sur la source des visions de Slater, puisque, ne sachant ni lire ni écrire, et n'ayant apparemment jamais entendu ni légende ni conte de fées, une imagination si prodigieuse était inexplicable. Qu'elle n'ait pu surgir d'aucun mythe ni d'aucun conte connu était rendu parfaitement clair du fait que l'infortuné lunatique ne s'exprimait que selon sa plus simple manière. Il délirait à propos de choses qu'il ne pouvait ni comprendre ni interpréter et dont il revendiquait avoir fait l'expérience, mais aurait pu aussi apprendre l'existence par un récit quelconque ou histoire équivalente. Les psychiatres s'accordèrent pour penser que des rêves anormaux étaient la raison de ces troubles, des rêves dont la vivacité pouvait pour un temps déterminé dominer complètement l'esprit de cet homme basiquement inférieur à son réveil. Selon les règles en vigueur, Slater fut inculpé de meurtre, acquitté sur la base de son aliénation mentale et envoyé à l'établissement dont j'étais l'humble employé. J'ai expliqué ma passion régulière de spéculer sur la nature des rêves, et vous pouvez imaginer l'impatience avec laquelle je m'appliquais à l'étude de ce nouveau patient, sitôt que j'eus pleinement corroboré les éléments de son affaire. Il semblait éprouver une certaine camaraderie pour moi, né sans doute de l'intérêt que je ne pouvais dissimuler et de la façon patiente et délicate dont je le questionnais. Non qu'il m'ait jamais reconnu durant ses attaques, quand je notais hors de respiration les mots de ces images chaotiques et cosmiques, mais il me l'exprimait dans ses heures calmes, lorsqu'il s'asseyait près de sa fenêtre à barreaux, tressant des paniers de paille et d'osier et rêvant peut-être à la liberté des montagnes qu'il ne lui serait plus donné de connaître. Sa famille ne demanda jamais à le voir. Elle s'était peut-être dotée d'un nouveau chef à la façon de ces populations dégénérées. Je commençais par degrés à apercevoir de submergentes merveilles dans les conceptions folles et fantastiques de Joyce Slater. Sans doute, l'homme lui-même était pitoyablement inférieur par sa mentalité et son langage, mais ces visions éclatantes, titanesques, bien que décrites dans ce jargon barbare et incohérent, témoignaient assurément de choses que seul un cerveau supérieur, voire exceptionnel, peuvent concevoir. Et je me demandais souvent comment l'impassible imagination d'un dégénéré des Catskills pouvait jongler avec des vues dont l'effective possession prouvait la présence et l'étincelle du génie.
comment un vagabond des bois avait pu rassembler l'idée de ces abîmes brillants d'une radiance surnaturelle et de ces espaces qui faisaient divaguer Slater dans ses furieux délires. J'inclinais de plus en plus à l'opinion qu'en cette pitoyable personnalité qui s'humiliait devant moi résidait le noyau désordonné de quelque chose d'au-delà de ma compréhension, quelque chose d'infiniment au-delà de la compréhension de collègues médicaux ou scientifiques plus expérimentés, mais de moins d'imagination. Et cependant, de mon patient, je ne pouvais rien retirer de précis. La conclusion de toute mon enquête était que, dans un certain état de vie vécu en rêve et semi-corporel, Slater arpentait ou flottait à travers des vallées splendides et resplendissantes, avec des parcs, vallées, jardins, villes, palais de lumière, dans une région sans bornes et inconnue de l'homme. Que là-bas, il n'était ni un paysan, ni un arriéré, mais un être d'importance et d'une vie énergique, allant fièrement et se faisant obéré seulement par un certain ennemi mortel, qui semblait un être d'une structure visible, quoique immatérielle, et qui n'apparaissait pas relever d'une forme humaine. Du moins, Slater ne s'y référait jamais comme à un homme ou à tout sauf une chose. Cette chose avait causé à Slater un tort hideux et sans nom, dont sa psychose maniaque, s'il s'agissait de psychose maniaque, escomptait vengeance. À la façon dont Slater faisait allusion à leur relation, j'en conclus que la chose lumineuse et lui se rencontraient à base égale, que dans son existence en rêve, il était lui-même une chose lumineuse de la même race que son ennemi. Cette hypothèse était confortée par ses fréquentes références à des vols dans l'espace et à brûler tout ce qui entravait sa progression. Ses conceptions savantes avaient beau être formulées en termes rustiques totalement inadéquate à les servir, cette circonstance même me conduisit à la conclusion que si un véritable monde du rêve existait, le langage oral n'était pas son médium pour la transmission de la pensée. Est-ce que cela signifiait que l'esprit rêve, habitant ce corps inférieur, se battait désespérément pour parler de choses que la langue limitée et hésitante d'une terne personnalité ne pouvait envisager ? Est-ce que cela signifiait que je faisais face à des émanations intellectuelles souhaitant expliquer ce mystère ? Si je pouvais réussir à les lire et à les découvrir ? Je n'osais en parler aux médecins plus vieux, tant la force de l'âge est sceptique, cynique, imperméable à l'acceptation d'idées neuves. D'autre part, les responsables de l'établissement m'avaient récemment averti, de leur façon paternelle, que je travaillais trop et que j'avais besoin de repos. J'avais longtemps cru que la pensée humaine consiste basiquement en mouvements atomiques et moléculaires qui pouvaient se convertir en vagues d'énergie radiante comme la chaleur, la lumière, l'électricité. Cette conception m'avait très tôt conduit à envisager la possibilité de la télépathie ou de la communication mentale au moyen d'appareils appropriés. Et j'avais dès l'université conçu un ensemble d'instruments d'émission et réception, en gros similaires aux embarrassants systèmes utilisés dans la télégraphie sans fil, à cette rudimentaire époque d'avant la radio. Je les avais essayés avec un de mes camarades étudiants, mais ne parvenant pas à un résultat, je les eus bientôt remisés avec d'autres curiosités scientifiques pour un éventuel usage futur. Maintenant, dans mon intense souhait d'expérimenter la vie côté rêve de Joey Slater, je redéballai mes appareils. Je passai plusieurs jours à les remettre en état. Une fois de nouveau fonctionnels,
Je ne voulus pas manquer l'occasion de les tester. À chacune des violentes crises de Slater, je reliais l'émetteur à son front et le récepteur au mien. Et je tentais de multiples et délicats réglages pour différentes et hypothétiques longueurs d'onde de l'énergie mentale. Je n'avais qu'une mince idée de ce que cette pensée à distance, si on la transmettait avec succès, créerait comme impression ou réponse intelligente dans mon cerveau. Mais j'étais certain que je pourrais et les détecter et les interpréter. En conséquence de quoi, et sans parler à personne de leur nature, je continuais mes expérimentations. C'est le 21 février 1901 que la chose finalement se produisit. En regardant en arrière à travers toutes ces années, je réalise comme cela semble irréel. Et quelquefois, je ne m'étonne qu'à moitié que le vieux docteur Fenton n'eût pas raison de tout attribuer à mon imagination surchauffée. Je me souviens qu'il écouta avec beaucoup de patience et d'aménité ce que j'avais à lui dire, mais ensuite me prescrivit un calmant pour les nerfs et m'obtint ce congé de 6 mois dont je bénéficiais dès la semaine suivante. Cette nuit fatidique, j'étais agité et perturbé grandement parce qu'en dépit des meilleurs soins que nous lui prodiguions, Joey Slater était manifestement en train de mourir. Peut-être était-ce la liberté de la montagne dont il était privé, ou bien l'agitation de son cerveau grandie dans des proportions trop aiguës pour une complexion physique trop molle. Mais en tout cas, la flamme de la vitalité baissait dangereusement dans son corps amoindri. Il somnolait en permanence. Et quand se faisait l'obscurité, il tombait dans un sommeil agité. Je ne bouclais pas la camisole de force comme d'accoutumée lorsqu'il dormait, tant je constatais qu'il était trop faible pour être dangereux, même s'il se réveillait une fois de plus en plein désordre mental avant de s'éteindre. Mais je plaçais sur sa tête et la mienne les 2 extrémités de ma radio cosmique, espérant même, sans espoir, un premier et dernier message depuis le monde du rêve dans le bref temps qui lui restait. Il y avait un infirmier avec nous dans la cellule, une personne médiocre qui ne comprit pas l'utilité des appareils ni ne pensa à me demander ce que je comptais en faire. Comme les heures s'écoulaient, je vis sa tête s'affaisser inconfortablement dans le sommeil, mais je ne le dérangeais pas. Moi-même, bercé par les respirations rythmiques, l'une en pleine santé, l'autre mourante, j'ai dû somnoler un peu plus tard. Je baignais dans une mélodie lyrique et sauvage. Des accords, des vibrations, des harmonies extatiques renvoyaient passionnément leurs échos de chaque côté, tandis que pour ma vue ravie s'épanouissait le spectacle stupéfiant de la beauté ultime. Des murs, des colonnes, des architraves d'un feu vivant scintillaient autour du lieu où il me semblait flotter dans les airs, et s'amplifiaient vers le haut jusqu'à la large voûte d'un dôme d'une splendeur indescriptible, se mêlant à ce spectacle d'une magnificence de palais, ou plutôt la supplantant par instants dans une rotation kaléidoscopique. Surgissaient par éclats de grandes plaines et de gracieuses vallées, de hautes montagnes, des grottes tentantes. Et tout ce que l'œil avait plaisir à rêver, on le découvrait dans le paysage, mais formant une entité globale, brillante, éthérée, plastique, dont la consistance participait aussi bien du spirituel que du matériel. Comme j'admirais, je découvris que mon propre cerveau était la clé de ces métamorphoses enchantées et que chaque nouvelle vue qui apparaissait était celle que, mentalement, je souhaitais le plus découvrir. Et dans ce royaume
élyséen, je n'étais pas un étranger, puisque chaque vue et chaque son m'était familier, exactement comme si tout cela existait depuis des innombrables empilements d'éternités en amont et durerait à l'identique pour les éternités à venir. Alors, l'aura resplendissante de mon frère de lumière se dressa tout auprès et vint dialoguer avec moi d'esprit à esprit, dans un partage de pensées silencieux et parfait. L'heure étant à l'approche du triomphe, mon compagnon n'allait-il pas enfin échapper à ces entraves cycliques dégradantes, s'échapper pour toujours et se préparer à poursuivre l'oppresseur maudit jusque dans les ultimes confins de l'éther, pour ce qui bâtirait la vengeance cosmique enflammée qui ferait trembler les sphères? Nous flottâmes ainsi pendant un bref moment, quand je vis les objets qui nous entouraient légèrement pâlir et se brouiller, comme si une force me rappelait à la terre, là où je voulais le moins revenir. La forme, auprès de moi, semblait ressentir ce changement aussi, parce qu'elle mit fin à son discours et se prépara elle-même à sortir de la scène, s'évanouissant de ma vue dans un mouvement moins rapide pourtant que les autres objets. Quelques pensées de plus échangées, et je sus que l'être lumineux et moi-même étions rappelés à nos entraves, et que pour mon frère de lumière, ce serait la dernière fois. Son enveloppe de chagrin sur cette planète finirait avec la nuit. Son enveloppe de chagrin sur cette planète finirait avec la nuit, et dans moins d'une heure, mon compagnon serait libre de poursuivre son oppresseur à travers la Voie lactée et de passer à travers les étoiles les plus lointaines pour tenter les plus profondes pensées de l'infini. Un choc parfaitement perçu coupa mon impression finale du décor de lumière pâlissant, et je m'éveillai en sursaut, ressentant une vague honte, me redressant sur ma chaise au même moment que sur ma couchette. Se relevant avec hésitation, Joe Slater, lui aussi, se réveillait, probablement pour la dernière fois. En le regardant de plus près, je distinguais sur ses joues cireuses des taches de couleur que je n'y avais jamais constatées. Ses lèvres aussi me semblaient autres, comme légèrement tendues, manifestant la force d'un caractère plus fort que celui dont disposait Slater. Tout son visage continuait de se tendre, et la tête ballottait sans cesse, les yeux clos. Je ne réveillais pas l'infirmier endormi, mais réajustais les courroies de mes appareils de radio télépathique légèrement déplacés pour tenter de saisir tout message que le rêveur pourrait avoir à émettre. Et tout d'un coup, la tête se tourna en plein dans ma direction. Ses yeux s'ouvrirent, tandis que je restais dans une muette stupéfaction de ce que je découvrais. L'homme qui avait été Joe Slater, le dégénéré des Catskills, me dévisageait maintenant avec 2 yeux larges et lumineux, dont le bleu semblait subtilement approfondi. Aucune psychose maniaque ni arriération ne gênait ce regard, et je ressentis, sans l'ombre d'un doute, que je contemplais un visage mu par un esprit actif de la plus haute nature. À ce moment précis, mon cerveau devint conscient d'une influence externe conséquente opérant sur lui. Je fermai mes yeux pour me concentrer plus profondément et fus récompensé par le savoir positif que mon message mental, si longuement concocté, était enfin parvenu.
chaque idée transmise se formait instantanément dans mon esprit, et bien qu'aucun langage connu ne fût nécessaire, ma capacité habituelle d'associer conception et expression était si agile qu'il me semblait recevoir le message en anglais ordinaire. « Joe Slater est mort », dit la voix ou l'organisme qui me pétrifia, venu de par-delà le mur du sommeil. Mes yeux ouverts se portèrent sur la couche de douleur, mais les yeux bleus me regardaient toujours, calmement, et leur contenance témoignait de cette même animation et intelligence. Mieux vaut pour lui être mort. Il n'était pas apte à supporter l'intelligence infatigable d'une entité cosmique. Son corps grossier ne pouvait plus subir les nécessaires adaptations entre la vie dans l'éther et celle sur la planète. Il était trop animal, pas assez homme. Et quand bien même c'est grâce à ces insuffisances que vous en êtes venu à me découvrir, parce que les esprits cosmiques et ceux de cette planète ne doivent jamais avoir à se croiser. Il a été ma prison et ma pénitence quotidienne pendant 42 de vos années terrestres. Je suis une entité comme celle que vous devenez vous-même dans la liberté du sommeil sans rêve. Je suis votre frère de lumière, et j'ai flotté avec vous dans les vallées flamboyantes. Il ne m'est pas permis de dire ce qu'est le moi éveillé terrestre de votre être véritable. Mais tous, nous sommes les vagabonds de vastes espaces et les voyageurs de multiples âges. Dans un an, je serai peut-être un habitant de la sombre Égypte que vous dites ancienne, ou du cruel empire Tsanchan qui surviendra dans 3000 ans d'ici. Vous et moi avons dérivé dans les mondes roulants autour de la rouge Arcturus et vécu dans les corps des insectes philosophes qui rampent fièrement sur la 4e lune de Jupiter. Combien l'être terrestre en sait peu de la vie et de ses étendues. Combien mieux vaut pour sa tranquillité qu'il en sache si peu. De l'oppresseur, je ne peux parler. Sur la terre même, vous avez involontairement senti sa présence à distance, vous qui, sans rien savoir, avez donné à son éclat clignotant le nom d'Algol, l'étoile du démon. C'est d'affronter et vaincre l'oppresseur, à quoi je m'efforce depuis l'éternité des temps, et c'est pourquoi j'ai été enfermé dans les limites matérielles d'un corps. Cette nuit, je serai une terrifiante némésis portant une juste et cataclysmique vengeance. Surveillez-moi dans le ciel, près de l'étoile du dragon. Je ne peux pas parler plus longtemps parce que le corps de Slater devient froid et rigide, et que ses neurones rudimentaires ne vibrent plus comme je voudrais. Vous avez été mon ami dans le cosmos, vous avez été mon seul ami sur cette planète, le seul esprit à me percevoir et me rechercher dans la répugnante coquille qui repose sur cette couche. Nous nous retrouverons peut-être dans les brouillards lumineux de l'épée d'Orion, peut-être sur un morne plateau de l'Asie préhistorique. Peut-être cette nuit, dans un rêve dont vous ne vous souviendrez pas. Peut-être dans quelque autre forme d'une éternité indéterminée, quand même le système solaire aura été balayé. Alors, les ondes de pensée cessèrent brusquement, et les yeux pâles du rêveur, ou dois-je dire du mort, se firent glauques
et fixe. Dans une demi-stupeur, je me précipitai vers la couche et lui pris son poignet, mais le trouvai glacé, raide et sans pouls. Les joues cireuses étaient blêmes de nouveau, et les lèvres épaisses restaient entrebâillées, découvrant les dents pourries de Joe Slater, l'arriéré. Je frissonnais, jetai une couverture sur l'affreux visage et réveillai l'infirmier. Puis je quittai la cellule et regagnai silencieusement ma chambre. Je tombais dans un sommeil profond et maladif, inexplicable, et dont je ne devais me souvenir d'aucun de ces rêves. Le fin du fin, quelle analyse scientifique pourrait se prévaloir clairement d'une telle rhétorique ? J'ai principalement rapporté un certain nombre de choses qui me sont apparues comme des faits, et à vous de les interpréter selon votre vouloir. Comme je l'ai déjà mentionné, mon supérieur, le vieux docteur Fenton, refuse toute réalité à l'ensemble de ce que j'ai rapporté. Il prétend que je me suis effondré à cause de ma tension nerveuse, en besoin urgent d'un congé conséquent pour lequel il a généreusement maintenu ma pleine rémunération. Il me jure sur son honneur professionnel que Joe Slater était un psychotique de bas étage, dont les improvisations fantastiques ont dû provenir de rudimentaires légendes héréditairement transmises, qui circulent même dans les communautés les plus arriérées. Tout cela, il me l'a dit, mais moi, je ne peux pas oublier ce que j'ai vu dans le ciel la nuit même suivant la mort de Joe Slater. Et pour le cas où vous me considéreriez comme le moins impartial des témoins, je laisserai la plume d'un autre ajouter la déposition finale, qui pourra peut-être révéler le fin du fin de ce que vous demandez. Je mentionnerai le compte rendu suivant à propos de l'étoile Nova Persei, recopié du journal d'une autorité éminente de l'astronomie, le professeur Garrett Pitt Service. Le 22 février 1901, le docteur Anderson d'Edinburgh découvrit une nouvelle étoile merveilleuse, pas très éloignée d'Argol. Aucune étoile n'avait été visible auparavant dans cette région du ciel. En moins de 24 heures, l'étrangère devint si brillante qu'elle surpassa Capella. Une semaine ou deux plus tard, elle avait visiblement pâli, et dans l'intervalle de quelques mois, elle n'était plus que difficilement perceptible à l'œil nu. Enfin, c'est dans ce petit recueil de textes laboratoire, point, même avec une nouvelle couverture maintenant, qu'on a intitulé Dagon, qu'on a pris comme récit emblématique. Rappelez-vous qu'en février 1901, H.P. Lovecraft avait 11 ans. C'est l'année où, après la mort de son grand-père, on ne peut plus le mettre à l'école. Un ami de la famille est le responsable de l'observatoire de Providence, tout en haut de la colline. Pendant plusieurs années, jusqu'à ses 15 ans, 16 ans, Lovecraft, avec sa bicyclette, montera tous les soirs à l'observatoire. Il y a une petite vidéo là-dessus, sur mon site. Plein de choses qui se rebouclent dans cette histoire apparemment si modeste.